Bonjour à tous. Merci aux invités d'être là. Il a fallu beaucoup de courage justement à nos invités pour venir sur notre plateau aujourd'hui. Plutôt que de rester chez eux, ils ont choisi de sortir du silence pour alerter ceux qui, sans le savoir, pourraient connaître le même scénario. Ils ont le sentiment d'avoir été humiliés car ils ont été piégés par celui ou celle qu'ils aimaient par-dessus tout. Ils étaient amoureux, mais ils se sont fait arnaquer. On va commencer cette émission avec Geneviève. Bonjour Geneviève. Merci d'être avec nous sur ce plateau et de témoigner. De quelle manière avez-vous fait connaissance de l'homme dont vous allez nous parler aujourd'hui? Sur Internet, sur un site de rencontre. Vous saviez quoi exactement de lui, concrètement? Au départ, pas grand-chose. Il m'a contacté par mail. Et en me donnant son adresse de messagerie. Vous aviez l'habitude de ce genre de pratique? Ah non, c'était la première fois. Ah, c'est la première fois. Oui. D'accord. C'est pour ça que... Donc, novice. Complètement. Et ce que vous découvrez de lui par Internet vous plaît? Ah oui. Ah oui. Ah oui, carrément. Ah bah oui, complètement. Donc c'est carrément un coup de foudre, oui, parce que c'était la première fois et que j'allais sur ces sites. Et la première fois, c'était déjà... l'homme idéal, quoi. Première fois que vous y alliez, premier contact, et vous tombez directement sur celui qui vous semble être l'homme idéal. Oui. Il vous envoie une photo? Oui. Vous le trouvez beau? Oh. À quoi il ressemblait? Il n'y a pas plus beau. Quel genre? Moi, je l'ai trouvé plus beau que Georges Clooney. Ah bon, le même genre. Brun, plus beau encore. Oui, les cheveux grisonnants. Ténébreux. Brun, puis élégant, grand, mince. Enfin... Alors, beau. Trop beau, quoi. Pour moi, c'était très bien. Mais... Il s'appelait comment? Peter. Peter. Un Français? Non. Justement, ça m'a plu, parce que les mails étaient en anglais. Ça me plaisait. D'accord. Est-ce qu'il vous a parlé de sa situation financière? Oui, alors, il m'a dit qu'il était irlandais, qu'il avait 60 ans. Donc, il était parti en Afrique pour vendre l'usine de son père. Il venait d'arriver en Afrique. Comment vous a-t-il séduite? Ah, ça faisait tellement longtemps que j'étais toute seule. Que c'était facile de vous séduire? Ah bah oui. Ah bon? Ah bon? Ah bah oui. Et puis... Il vous a quoi? Il vous a flatté? Il vous a fait des compliments? J'avais jamais eu autant de compliments de ma vie. Vous lui avez envoyé des super photos? Ah oui. Et alors, il vous a fait des compliments sur quoi? Sur votre physique? Surtout, enfin, j'étais la plus belle, j'étais merveilleuse, enfin, j'avais toutes les qualités, mais toutes les qualités. Jamais on m'avait parlé comme ça. J'avais plusieurs mails par jour, très très longs, des mails d'amour. Et puis on parlait sur la messagerie dans la journée, enfin le matin dans la journée, puis le soir jusqu'à 2 h du matin. Enfin, j'étais toujours avec lui, quoi. Donc ça a duré combien de temps, ces échanges? Comme il avait prévu de venir habiter en France, puisqu'il m'avait connue, il allait venir habiter donc c'est un dans ma projet ville. que vous aviez en commun? Ah oui. Au bout de oui, il m'a combien demandé s'il y avait des maisons à vendre autour de chez moi. Enfin, tout Mais était... au bout de combien de jours de correspondance? 15 jours. Ah oui, donc c'est allé quand même assez vite. Oui, même à peine. Ça vous paraît pas un peu bizarre qu'un homme que vous n'avez jamais rencontré envisage déjà de vivre avec vous au bout de même pas 15 jours? Mais non, parce que j'en avais tellement envie, en fin de compte, Non, j'étais sur mon petit nuage, et puis je vous dis, ça faisait tellement longtemps que j'étais toute seule, quelqu'un qui vous dit tout ça... À quel moment l'argent s'est-il immiscé dans cette relation? Oui, ça faisait 15 jours à peu près. Il me demande 100 € pour payer la nourriture. Alors là, j'ai quand même... Alors, il était où à ce moment-là? Il était en Afrique, en Irlande, oui, parce que l'usine n'était pas vendue. Oui, d'accord. Donc, les acheteurs n'étaient pas arrivés. Enfin, bon. Oui, il me demande 100 €. Là, j'hésitais quand même. Je lui ai dit, tu m'arnaques et tout. Il me dit, non. Il me dit, bah, écoute, si tu me les donnes pas, je vais pas pouvoir manger. Et bon, je me suis dit, 100 €. Et comment il justifie le fait qu'il a besoin de 100 € Parce qu'il n'avait plus de liquidité sur lui. Et il allait vendre l'usine, mais... C'est-à-dire qu'il n'avait pas de liquidité tant qu'il n'avait pas vendu l'usine. Oui, bon, déjà, il n'avait plus... Bon... Ça paraît un peu bizarre. Bon, ben, oui, mais moi,
J'avais envie d'aller au bout de cette histoire quand même. J'avais envie de le voir. Donc vous lui donnez 100 euros. Alors je lui envoie 100 euros. Puis 2 jours après, il me demande 400 euros pour l'hôtel. Oh bah j'ai dit là, non. Bon, et puis toujours avec ses... Bon, alors, attendez, donc ça fait 400 plus 100, 500 euros. On va ouvrir la première partie de cette émission. Quand on aime, on ne compte pas. Et on va voir qu'on est... Enfin, on rit, mais c'est pas drôle en même temps. Bah non, c'est non, c'est pas drôle du tout. Donc 400 euros pour quoi faire cette Pour fois-ci? l'hôtel. Pour l'hôtel. Très bien. Pour aller jusqu'au lundi, parce que le lundi, il vendait l'usine. Il la vendait le lundi. Oui. Et le lundi, il vous a redemandé... Alors le lundi, moi je pensais à lui, je disais ça y est, il est en train de vendre l'usine. Et donc, ça y est, il me dit, ça y est, j'ai le chèque. Demain, je vais chercher les billets d'avion. Parce qu'il avait sa fille avec lui. En Afrique? Oui. Donc le lundi, vente de l'usine. Le mardi, toujours sur la messagerie, il me dit, je suis embêtée, je ne peux pas toucher mon chèque en Afrique. Je peux le toucher qu'en France. Peux-tu m'avancer? Parce que, attention, j'avançais, hein, je ne donnais pas. Il devait me rendre. Hein. Donc, peux-tu m'envoyer 1500 euros pour les billets? Puis alors, les textos sans arrêt, ça y est, c'est parti. Bon, alors, je lui envoie les 1500 euros. On en est à 2000 euros. On verra tout à l'heure jusqu'à combien ça monte. Je voudrais que vous saluiez Frédéric Farigou. Bonjour Frédéric. Comment vous expliquez, Frédéric, que Geneviève, tellement sympathique, tellement souriante, tellement roucoulante, comment vous expliquez qu'elle soit aussi aveuglée par cet homme-là? Je pense qu'il est venu vraiment combler un vide, un manque. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Geneviève, il a répondu vraiment à un besoin chez vous. Par ailleurs, il s'est présenté, vous a fait croire qu'il était l'homme que vous attendiez, que vous espériez. Et il a créé une intimité extrêmement rapide. Et dans ces arnaques sur Internet, il y a vraiment un fonctionnement qui est récurrent. C'est-à-dire que cette intimité, elle se crée par un MSN. C'est-à-dire que le MSN... implique qu'on rapidement on crée des liens très très forts, on parle d'amour très très vite. En plus, il a ajouté un élément de crédibilité, sa fille. Et effectivement, au début, les sommes demandées sont très faibles pour amorcer. Et une fois que vous avez dit oui, là, le boulevard est ouvert. Exactement. On en saura plus tout à l'heure. Je voudrais qu'on applaudisse Vincent. Vincent qui a choisi de témoigner de manière anonyme. Pour quelle raison, Vincent? Pour préserver mon ex-épouse ainsi que mes enfants. Qui tenait les cordons de la bourse chez vous? Donc vous étiez marié. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. De la même femme. 30 ans des communes. Et donc, d'un commun accord, c'était madame qui avait donc en charge le budget de la famille. Alors, vous étiez marié depuis une quinzaine d'années à peu près, lorsque vous avez commencé à avoir les premiers problèmes financiers. Que vous est-il arrivé précisément? Alors, dans l'ordre, on a commencé à perdre une maison à 3 mois d'y rentrer. Comment? Par la visite impromptue des banquiers qui me menaçaient donc de saisir la maison. D'où mon étonnement. Donc je suis rentré immédiatement à mon domicile. J'ai demandé à mon épouse des explications. Et à ceci, elle m'a répondu « Ah bah j'ai oublié de t'en parler » concernant donc les avis à tiers détenteurs, c'est-à-dire donc les courriers qu'on reçoit avant d'être saisis. Ceci remontait pratiquement sur une période de 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'elle ne payait pas régulièrement les traites? Elle ne payait pas et donc elle faisait également ce qu'on appelle donc de l'atteinte au secret de la correspondance. Donc elle ne me donnait pas le courrier qui m'était destiné. Alors je lui ai demandé des explications et à sa réponse, elle s'est excusée. Elle m'a dit écoute, j'ai complètement oublié de t'en parler, ne t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire. Elle vous a convaincu? Alors elle m'a convaincu presque, l'amour ayant pris le dessus, j'ai pris sur moi. Est-ce que vous avez rencontré d'autres problèmes financiers? Un jour, j'ai le comptable de ma société qui m'appelle en me disant
que j'avais un avis à tiers détenteur, c'est-à-dire que mon salaire était donc saisi par le fisc. Alors je lui ai demandé quel était le montant. Il m'a dit, t'en as une de 4 000 euros. Le soir, donc je suis rentré... Et ça correspondait à quoi, ces 4 000 euros? Alors, taxe d'habitation, les impôts sur le revenu. Donc alors, elle n'avait pas payé les traites de la maison, et là vous découvrez qu'elle n'a pas payé les taxes d'habitation et les impôts. Les impôts, exactement, sur le revenu. Donc vous pensez qu'on peut le débiter sur votre compte? Moi, j'étais persuadé, absolument. Et le soir, vous rentrez? Et le soir, je rentre, quand même très en colère. Et j'ai attendu que les enfants soient couchés pour demander donc, des explications à madame. Et là, même réponse. Excuse-moi chérie, j'ai complètement oublié de t'en parler. Et bon, on va dire que c'est un incident de parcours. Ok, donc une fois, 2 fois. Un gros incident de parcours. C'est un très très gros incident de Mais parcours. vous êtes prêt à pardonner? Et je lui ai pardonné, je lui ai fait quand même la leçon, entre guillemets. Elle m'a promis de faire le nécessaire, de se corriger, etc. On verra plus tard ce qui s'est passé par la suite. Je vous demande d'accueillir Cécilia. Cécilia, dans quelles circonstances avez-vous rencontré l'homme qui vous a menti? Rencontré, j'avais 11 ans, donc c'était vraiment un ami d'enfance. Mais nos destins se sont séparés, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, lui était parti à l'étranger et nous nous sommes revus par hasard dans une station au coin d'une rue, vraiment au coin d'une rue. Bon. Et vous étiez toujours mariée quand vous l'avez absolument retrouvé? Oui. Et je dois dire que une relation s'est commencée doucement, mais très rapidement, il m'a demandé de le suivre, d'être avec lui. D'habiter avec lui? Oui. Oui, une relation a commencé doucement, mais très sérieusement quand même. Oui, absolument. Et donc vous étiez quand même très amoureuse de lui? Oui. Donc vous Oui, avez pris une décision? Oui, j'ai pris une décision, j'ai divorcé. Et voilà, nous voilà en couple tous les deux. Et très vite, des histoires d'argent se sont immiscées dans votre quotidien. De quelle manière? Parce que ce monsieur a voulu d'abord une première société dont il fallait acheter les parts. Ce qu'il a fait, que j'ai financé. Pardonnez-moi, au moment où il vous a retrouvé, quelle était votre situation financière à vous? Personnellement? Oui. Très à l'aise. Il le savait? Oui. D'accord. Je ferme la parenthèse. Oui, absolument. Il peut peut-être nous éclairer sur la suite de l'histoire. Donc, première société, il vous demande de la financer, vous trouvez ça normal? C'était pas pour lui, j'estimais que c'était pour nous. Ce qui est différent. Et puis, cette société, après, ses parts ont été revendues. Je n'en ai pas vu le moindre sou. Et il a fallu une autre société qu'il désirait aussi complètement. Mais là, il voulait vraiment exploser quelque chose. Alors, donnez-nous des chiffres qu'on comprenne bien. Pour la première société, vous lui avez donné combien? À peu près 45 000 euros. Et pour la deuxième? Semblable, à peu près, quoi. Oui, donc c'est quand même de gros montants. Hein, ce n'était pas négligeable. Et cette deuxième société, il fallait payer le loyer, la secrétaire, fabriquer les produits qu'il était supposé vendre et le stockage. Et c'est à vous qu'il incombe de financer tout ça? Mais il n'avait pas d'argent. Voilà. Et donc là, pareil, vous vous dites, c'est un investissement, je m'y retrouverai par la suite avec les bénéfices de la société. C'est un investissement, comme je vous disais, pour nous. C'est-à-dire, vous considériez que votre argent était le sien? Oui. Il avait procuration sur mon compte en banque. Donc voilà. Vous étiez extrêmement amoureuse. Oui. Et lui, il vous le rendait bien, en dehors des histoires d'argent? Au départ, oui. Il avait un train de vie particulier, lui? Oui. Il adorait les voitures de grand luxe. Ah oui. Tant qu'à faire, c'est plus sympathique. Hein. Donc vous lui en avez offert? 2. 2? L'une après l'autre ou en même temps? Non, l'une après l'autre. Très bien.
Est-ce que vous partagiez les frais du quotidien? Comment voulez-vous faire Vous autrement? n'avez toujours pas d'argent. C'est-à-dire que la première société que vous l'avez achetée, que vous lui avez achetée et qu'il a revendue, il aurait pu quand même avoir un petit peu d'argent parce qu'il avait fait un bénéfice sur la mais revente. il m'a dit que personnellement, je ne connaissais rien aux affaires et qu'il fallait lui faire confiance et que lui, avec l'autre société, voilà, tout allait comme sur des roulettes. Et à aucun moment, vous n'avez eu une inquiétude concernant l'argent, tout cet argent que vous lui donniez, le fait qu'il se serve aussi bien sur votre compte, ça vous a traversé l'esprit ou pas? Pas du tout au début. Je m'en suis rendu compte quand la catastrophe est arrivée. Alors on verra de quelle catastrophe il s'agit un peu plus tard dans l'émission. Frédéric, quels sont, attention, c'est une question très importante, hein, mesdames, messieurs, écoutez bien la réponse, on ne sait jamais. Quels sont les signes avant-coureurs d'une arnaque amoureuse? Déjà, une demande d'argent dès les débuts de la relation. C'est pas normal de parler d'argent si tôt. Une opacité sur les activités de la personne. En général, quand on lui pose des questions, ça reste très très flou, très évasif. Sur les besoins répétés, pareil. À chaque fois qu'on demande à l'autre de rendre des comptes ou de s'expliquer, aucune explication ou alors très flou. Est-ce qu'il y a un profil type de la personne qui se fait piéger par un arnaqueur? C'est plutôt, globalement, ce sont plutôt les femmes. Qui se font piéger? Oui, qui se font piéger. Parce que les escrocs en face profitent de ce sentiment qu'ont les femmes ce sentiment d'amour romantique que peuvent éprouver les femmes dès le début de la relation. Et à ce moment-là, elles sont beaucoup plus vulnérables et plus fragiles parce que pour une femme, ce qui est le plus important, c'est l'amour, beaucoup plus que l'argent. Et donc du coup, la vigilance baisse instantanément. Et en plus, le fait qu'un homme réclame de l'argent à une femme, ça fait appel parfois à son côté sauveur et maternant. Donc du coup, ce sont effectivement des cibles beaucoup plus fragiles et plus fréquentes. Mais je crois qu'une chose assez déterminante a été le fait que ce soit quelqu'un que je connaisse depuis très longtemps. Oui. Donc a priori, vous aviez confiance en lui. J'avais confiance. C'est ça. Et puis ça vous a donné l'illusion que vous le connaissiez. On va écouter à présent le témoignage d'Angela. Angela, vous étiez en couple depuis 6 mois lorsque votre compagnon vous a demandé de lui prêter de l'argent. Oui. Pour quelle raison? Il était en instance de divorce, 2 enfants. Et il m'avait dit que son ex-femme lui réclamait de l'argent pour qu'il puisse voir ses enfants. Il vous demande combien à ce moment-là? La première fois, il me demande 300 €. Et ça s'est renouvelé 3 fois. Est-ce que vous redoutiez à ce moment-là de ne plus revoir votre argent? Non, parce que je voyais qu'il était dans une certaine détresse, celle de ne plus voir ses enfants. Et c'était un commun accord que cet argent, c'était un prêt. C'était un prêt pour qu'il puisse voir ses enfants, mais qui me rembourserait par la suite. 1 mois plus tard, il vous redemande de l'argent. En Oui. prétextant quoi cette fois-ci? Le compte qu'il avait en commun avec son ex-femme devait être clôturé et il y avait un débit important qu'il fallait combler. De combien? 1 500 €. Donc vous lui avez déjà prêté 900 €. 900 €, 1 500 €. Ça s'est arrêté là? Non. À ce moment-là, vous vous dites quoi? Vous commencez à avoir des doutes ou à vous inquiéter? Il était très malheureux, donc je me disais qu'il était dans une mauvaise passe. C'est vrai que bon, voilà, un divorce, c'est pas quelque chose de très facile. Il était tellement mal que je me voyais pas d'autre choix que de l'aider. Enfin, c'est pas d'autre choix, mais il fallait que je l'aide. Je pouvais pas le laisser comme ça. À ce moment-là, il vous demande à nouveau de l'argent, cette fois-ci, pour créer une société. Voilà. Évidemment, lui n'avait rien. Il avait des ambitions, des projets, mais qu'il ne pouvait pas réaliser tout seul. Donc, il m'a demandé si je pouvais, une fois de plus, lui prêter de l'argent pour son projet. Combien? Il y en a eu à peu près, en investissement pour la société, à peu près 5 000 €. Est-ce qu'il était gêné de vous demander cet argent? Est-ce qu'il formulait cette gêne? Non, pas du tout. Pour lui, c'était juste un moyen de lui donner un coup de pouce. Il me promettait qu'il n'y avait pas de souci, que dès que sa situation irait mieux, il me rembourserait. Donc, j'avais aucune appréhension, aucune crainte.
Des tensions sont peu à peu apparues dans votre couple à cause de vos difficultés financières. Quelle solution vous a-t-il alors proposé pour vous renflouer, pour vous rembourser tout l'argent que vous avez emprunté? Et donc on a eu des problèmes, il a eu des problèmes vis-à-vis de 2 clients de la société qui lui ont laissé 7 500 € d'impayés. Entre-temps, moi, j'avais sorti de l'argent pour les frais de matériel, etc. Et donc ça nous a mis par la suite ces 2 impayés dans une situation difficile, à un point où il nous fallait de l'argent. Et sa solution a été de réclamer de l'argent à ma grand-mère. Et alors, vous l'avez pris comment, vous, ça? Alors, que ça a dû vous plaire beaucoup. Ah non, du tout. Au départ, j'étais totalement contre. Et puis, il m'a harcelée pendant plusieurs jours. J'en pleurais. On n'a pas le choix. C'est la seule solution qu'on a. Si tu le fais pas, c'est à cause de toi qu'on est dans cette situation. C'est la seule solution qu'on a, donc t'as pas le choix. Si tu veux qu'on s'en sorte, il faut le faire. Et qu'il fallait faire avec, et essayer de s'en sortir comme on pouvait. Et alors, il voulait demander combien à votre grand-mère? 2 000 €. Donc, vous finissez par accepter qu'il lui demande? Ben, je suis allée chez ma grand-mère très angoissée. C'est moi, qui deviez demander. Il n'est même pas venu avec, il m'a laissé faire ça toute seule, quoi. Je suis allée chez ma grand-mère et j'ai pas hésité longtemps avant de lui en parler parce que plus j'attendais, plus le stress montait. Donc je l'ai prise à part parce que mon grand-père n'est pas au courant de la situation. Tu sais, Mimi, je voulais pas venir vers toi, mais c'est notre seule solution. Et puis bon, voilà, c'est une grand-mère. Elle m'a aidée sans hésiter, quoi. Voilà, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu à nouveau un moment où vous avez dû trouver une solution pour éponger ses dettes. Oui, parce que la société, il la dirigeait très mal. Il y avait aussi de nombreux impayés que j'ai découvert par la suite, parce qu'il me cachait du courrier aussi. Et ce qui nous a mis dans une situation financière catastrophique, au point que nous sommes allés réclamer 10 000 € à mes parents. C'est vous qui êtes allés... On y est allés ensemble. Ah, cette fois-ci, Oui. il s'est engagé à les rembourser? Il s'est engagé à les rembourser. Il a signé une reconnaissance de dette? Non. Eh bien, je vous propose d'ouvrir la deuxième partie de notre émission, Quand le masque tombe. Et on va se retourner vers Geneviève. Geneviève qui en est à donner un peu d'argent à son Irlandais, qui se trouve en Afrique, qui va présenter sa fille. Alors, on en est à 4 000 €, hein, je crois. Hein. Vous lui avez versé 4 000 €. Non, 100, 400 et 1500. Est-ce que vous ne commencez pas à vous dire, ça commence à faire beaucoup? Oui, je dis quand même, tu me demandes toujours de l'argent et tout. Mais elle me dit oui, mais maintenant, ça y est, puisque je pars, j'ai les billets d'avion. Bon. Je lui ai envoyé 2 000 €. Alors, il devait prendre l'avion, il devait passer par Londres pour venir à Paris. Enfin, je lui ai demandé pourquoi. Enfin, c'était plus direct. Enfin bon. Il devait être à 5 heures à Londres et prendre l'avion à 7 heures à Londres pour Paris. Alors le lendemain matin, alors, je passe toute la nuit, je me suis dit pourvu que l'avion ne se crachait pas. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Et Pourquoi riez-vous comme ça? Vous avez parce que j'ai honte. Ah oui, oui, parce que j'ai honte. Quand même. Vous avez honte de votre naïveté? Oh bah oui. Mais ça vous a pas empêché Enfin, ça vous a pas fait perdre votre sens de l'humour apparemment. Donc tant mieux. Ah bah. Non. Non, hein? Donc alors, à Londres, vous ne dormez pas de la nuit? Il devait prendre l'avion à 7 heures. Et le matin, je me lève vers... j'allume mon ordinateur vers 9h30 et il y avait un message à 7h25. Oh, je dis, il n'est pas dans l'avion. De Paris-Londres. Alors là, j'ai commencé à avoir la trouille et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il me mettait un message, urgent, vite. Alors, il me dit, je suis embêtée, je suis à Londres, mon passeport a expiré hier soir. Je ne peux pas prendre l'avion pour Paris. Je suis bloquée. Si tu m'envoies pas 650 € pour le passeport, il me ramène en Afrique.
Alors là, je l'ai... Ah, là, quand même, je l'ai trouvé un peu con. J'ai dit, mais... j'ai dit, t'es irlandais, t'es à Londres, t'as pas besoin de passeport pour venir à Paris. Ah Et alors? Oui, donc j'ai pas voulu lui envoyer. Alors il a insisté. Mais non, j'ai pas cédé. Je dis, écoute, tu retournes en Afrique, c'est pas grave. Et puis après, il m'a contacté en me disant, ça y est, je suis revenue en Afrique. Et ben, bon. Ah bon, il est reparti en Afrique? Ah ben, c'est ce qu'il m'a dit. Puis je lui ai dit, tu es peut-être pas irlandais, tu es peut-être africain. Ah oui, alors là, j'ai vous dit, avez- maintenant je te crois plus, tu m'as arnaqué. Ah. Et pendant 15 jours, 3 semaines, il m'envoyait tous les jours des mails et tout. Je t'aime, je t'arnaque pas, c'est sincère. Mais là, vous Je- n'aviez plus confiance. Ah, je voulais plus, non. Et il m'a dit, tu verras, de toute façon, je sais où tu habites, tu verras comme je t'aime, j'irai te retrouver. Est-ce que vous avez tenté de porter plainte? Alors, j'ai porté plainte, oui, on m'a conseillé d'aller au commissariat, et puis... Vous l'avez fait? Bah oui, et on m'a dit que, comme c'était en Afrique, ils n'avaient pas la possibilité d'aller faire des recherches là-bas en Afrique. Est-ce que vous aviez Que j'avais des bien preuves? été arnaquée, mais bon, on m'avait Vous pas aviez mis des le couteau preuves sous de la l'argent gorge. que vous avez donné, Ah évidemment. bah oui. Ah oui, parce que j'ai les doubles de... Vous avez des nouvelles de cet homme-là? Ah non, j'en ai eu pendant 3 semaines, et puis après, comme je répondais pas du tout à... Vous avez tenu bon quand même, hein. Vous avez plus voulu en entendre parler. Ah oui, ah non. Après, On verra ça tout à l'heure. Ça a l'air énorme. Hein. Vincent, votre vie a pris un nouveau tournant. Il y a 5 ans, que s'est-il passé précisément? C'était, je crois, un soir de mai 2005. C'est exact. Donc, je suis rentré de mon travail, il devait être aux alentours de 22 heures. Et là, je n'ai pas du moins entendu le bruit que j'entendais chaque soir, à savoir le bruit donc des enfants. En rentrant chez vous. En entrant chez moi, tout à fait. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait personne donc, dans l'appartement. Je me suis dit, bon, les enfants sont au lit, mon épouse est au lit. J'ouvre la porte de la chambre de mes enfants. Et là, horreur, donc et les lits étaient vides. Idem dans la chambre parentale. Et là également, il n'y avait personne. Vous avez ouvert les placards pour voir si les J'ai affaires ouvert les étaient là? placards. J'avais pas besoin d'ouvrir les placards parce que les placards étaient ouverts. Les portes étaient donc entrouvertes. Il y Et avait les plus rien. 3 quarts des vêtements étaient donc disparus. Je me suis assis sur le lit, j'ai dit qu'est-ce qui m'arrive? Ensuite j'ai appelé mon fils aîné pour lui demander de me passer sa mère. J'étais persuadé que sa mère donc, était là. Et là il m'a dit papa, je te promets, maman n'est pas là. J'ai assisté un petit peu, il m'a dit non, je te jure papa, maman n'est pas là. Bon, j'ai raccroché, donc toute la nuit j'ai appelé à droite à gauche, les amis, etc. Et c'est seulement le lendemain matin, je suis allé donc à l'école de mon dernier, donc le plus petit. Et là, la directrice de l'école, quand elle m'a vu, elle était surprise en me disant mais vous n'êtes pas parti avec donc votre épouse en province, donc la très grande province, on va dire. Et j'ai dit non, j'ai dit, vous pouvez m'en dire plus. Et là, elle m'a dit elle est passée ce matin, hier matin, en arrachant donc son fils en pleine classe. Et elle est partie comme ça, donc du jour au lendemain. Et suite à ça, j'ai su ensuite où elle était partie. Il se trouve que par la suite, vous avez fait d'autres découvertes. Oui, donc quasiment 1 an après, j'ai commencé à faire un très très long travail d'investigation, puisque sur 30 ans de vie Un an commune... après son départ? Oui, Et qu'est-ce qui se passe pendant 1 an? Eh ben, j'ai connu des choses pas très jolies. J'ai connu une dépression. Ouais. La première de ma vie, une dépression assez forte, puisque je ne savais pas le pourquoi et la raison à laquelle madame avait quitté le domicile conjugal. Et elle n'a jamais cherché à vous joindre, à vous Jamais. expliquer? Elle n'a jamais repris contact avec vous? Jamais. Et vos enfants? Également. Donc j'étais hyper inquiet.
Ensuite, je savais où elle se trouvait, donc j'ai appelé plusieurs fois. Donc bien sûr, elle me raccrochait au nez. J'ai écrit des centaines de lettres. Au départ, c'était des lettres d'amour. Ensuite, ces lettres d'amour ont été transformées en lettres de désespoir. Et au fur et à mesure, j'ai connu donc, la descente aux enfers. Vous avez essayé de vous rendre sur place, à l'endroit où elle se trouvait? Oui, donc forcément, l'accueil n'était pas chaleureux. Mais moi, je ne savais toujours pas pourquoi. Et donc, je demandais des explications. Je précise que 2 semaines après, on signait chez le notaire une maison. Donc, le projet, on avait des projets. On avait visité des tas de maisons avec les enfants. Nous avons visité les chenilles, enfin bref, comme Monsieur Tout-le-Monde. Et je n'ai jamais su les raisons à laquelle cette femme à qui j'ai tout donné pendant quasiment 30 ans s'est enfuie. Je l'ai su donc... Est-ce que vous êtes allé à la banque pour voir ce qui se passait de ce côté-là? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Combien de temps après? Par contre, je recevais déjà les courriers, puisque madame était partie, c'est elle qui était en charge du courrier. Donc je commençais donc à avoir certaines correspondances. Quel genre? Eh ben, loyer, plus de 10 000 euros de loyer impayé. Alors que madame avait, encore une fois, donc en charge de paiement, mais surtout, elle avait procuration. Puis vous découvrez aussi qu'elle avait des crédits. Il m'est difficile aujourd'hui de vous dire qu'avec cet argent, elle s'est acheté une grosse voiture ou... Vous ne savez pas, en fait. Voilà, absolument. Au total, elle a détourné combien d'argent? Donc là, on en est, au total, on en est tout cumulé, on dépasse les 100 000 euros. Et là, vous vous dites, j'ai quand même vécu 30 ans avec une femme que je ne connaissais pas. Oui, c'est-à-dire que quand madame est partie, je n'avais pas cette capacité d'analyse, puisque dépression aidant, j'ai perte de repères, je ne voyais plus rien, je ne comprenais plus rien, enfin bref. Je peux vous assurer que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et donc, indicieusement, petit peu à petit peu, cette forte dépression m'a emmené directement à l'hôpital psychiatrique, où j'ai connu des choses très difficiles également. Et quelques temps après, je me suis battu, j'ai pensé encore plus fort à l'amour que je porte à mes enfants. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a relevé. Et quand j'ai commencé donc à faire ces investigations très minutieuses, j'ai pu commencer à avoir un début de théorie. Alors c'était quoi le début de théorie? Le début de théorie, c'est tout simple. C'est comme nous devions signer fin mai 2005. Nous devions faire comme Monsieur Tout-le-Monde un prêt immobilier. Et pendant l'étude du dossier, mon banquier m'aura appelé en me disant Monsieur, j'ai un souci avec votre dossier. Madame est fichée, donc Banque de France. Au lieu de me dire j'ai fait des bêtises, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc., etc. Certes, j'aurais... Est-ce que vous aviez des preuves quand même qu'elle dépensait beaucoup d'argent chez vous? Est-ce qu'elle se promenait avec de jolis vêtements, de jolis sacs? Non, on avait un train de vie de tout ce qu'il y a de plus simple. Mais elle le dépensait comment quand même, cet argent? Justement, c'est ce que vous avez découvert après. C'est ce que j'ai pu commencer à découvrir après. Mais les investigations m'ont emmené à d'autres découvertes, et ces découvertes m'ont emmené sur d'autres découvertes, et ainsi de suite. Bon, écoutez, ça s'appelle du... Vous nous mettez en appétit pour qu'on découvre ce que vous avez découvert tout à l'heure, mais on mesure à quel point tout cela est douloureux, à quel point vous êtes allé de déconvenu en déconvenu et de douleur en douleur, Frédéric. J'imagine que c'est une trahison énorme qu'on ressent à ce moment-là. Oui, c'est une trahison, d'autant plus que vous le disiez très justement, Sophie, tout à l'heure, vous avez vécu avec une femme que vous ne connaissiez pas, qui s'est révélée être quelqu'un d'autre. En quoi le témoignage de Vincent fait-il écho à votre propre histoire? Non, il ne fait pas écho parce que les circonstances sont très différentes. Vous avez eu une épouse pendant 30 ans et 3 enfants. Moi, je me suis mariée après mon divorce avec cet homme. Et en fait, il a fait connaissance de quelqu'un d'autre, d'une jeune femme, très rapidement.
et il ne voyait plus qu'elle. Mais Cécilia, il vous a quand même quitté du jour au lendemain, quand même. Oui, il m'a quittée en demandant le divorce et tout de suite au juge une résidence séparée. Il a pris un appartement à 2 pas de chez moi, enfin de chez nous. C'était vraiment, il suffisait de traverser la rue, quoi. Et pourquoi aussi près? Je ne le sais pas, mais c'était comme ça quand même. Est-ce qu'il vous a donné une explication? Non. Est-ce qu'il a Il avait expliqué, justifié son départ? Par la connaissance de cette jeune femme. Et puis, Donc vous apprenez l'existence juste à ce moment-là? je soupçonnais. Des petits signes, il était moins attentif à vous? Non, mais il y avait même des signes avant-coureurs que j'aurais dû saisir. Mais j'ai supporté beaucoup de choses en me disant c'est une passade. Et je crois que tout s'est fait en même temps. Les affaires ne marchaient pas, la relation, et tout d'un seul coup, tout est arrivé. Et un beau jour, tout le monde a disparu. Et moi, je suis restée là seule avec mon problème affectif et mon problème financier. Et vous avez réussi à surmonter la Oui. déception? Oui, oui. Mais j'admets que ça a été long et difficile. douloureux. Douloureux et vraiment difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a une description, Frédéric, de ce qu'on ressent? Je parlais de trahison tout à l'heure, mais Oui. quand on est la victime d'un arnaqueur comme ça. Les sentiments premiers, déjà il y a un sentiment de désespoir en premier. Hein. On se sent désespéré de se retrouver dans cette situation. Évidemment un sentiment de trahison, puisqu'on est trahi à la fois dans la confiance affective et matérielle. De honte ou pas? Aussi. De honte d'avoir été... De honte et de Tu regardes forte Geneviève. culpabilité à s'être laissé berner. Comment ai-je pu me laisser faire ça? Et un sentiment aussi, à un moment donné, qu'il peut y avoir de négation de soi. C'est-à-dire que dans votre cas, effectivement, sans explication, donc c'est extrêmement déstructurant de se retrouver dans cette situation. Et il y a aussi un sentiment d'humiliation, très fréquemment. Voilà, et puis c'est vrai, d'oubli de soi, on le voit bien aussi avec ce que nous raconte Cécilia, Absolument, qui oui. pense que cette histoire avec cette jeune femme est une passade. Oui, au départ, oui. Puis après, vous vous rendez compte que, en fait, tout était déjà, si j'ose dire, calculé. Et c'est vrai qu'après, il y a tout un processus où on refait l'histoire en arrière pour essayer de voir effectivement les signes avant-coureurs auxquels on n'a pas fait attention. Et c'est un processus qui prend du temps, qui est nécessaire, hein, parce que c'est important de voir là où j'ai trop fait confiance. Hein, la méfiance en relation, c'est pas forcément négatif. C'est aussi important d'avoir du discernement, de se dire j'ai face à moi quelqu'un que je ne connais pas forcément et que j'apprends à connaître avec le temps. Là où me suis trompée, c'est ça, voilà. Quel est le point où je me suis vraiment trompée? Et je pense que je me suis trompée dès le départ. Pour votre compagnon, Angela, vous avez emprunté de l'argent à votre grand-mère ainsi qu'à vos parents pour un total de 12 000 €. Est-ce que vous lui avez demandé de vous rembourser? Plus le temps passait, plus je m'apercevais qu'il n'y avait aucun remboursement qui arrivait. Jusqu'au jour où je lui ai vraiment posé la question, bon, bah, maintenant, c'est quand que tu vas commencer à me rembourser? Et c'est là qu'il m'a répondu, je ne te dois plus rien, je t'ai assumé pendant 5 ans. Et l'argent que votre grand-mère vous avait prêté et l'argent de vos parents, comment a-t-il justifié? Ben, c'est de l'argent pour quelque part compenser d'autres dettes, quoi. Parce que j'ai découvert qu'il devait de l'argent à des amis. J'ai découvert que son ex-femme lui réclamait de l'argent, non pas pour qu'il puisse voir ses enfants, mais parce qu'il lui devait également beaucoup d'argent. Il lui avait laissé également beaucoup de dettes. Donc, je me demande si c'était pas il prenait de l'argent d'un côté pour donner à l'autre. Enfin, c'était un cercle vicieux. Donc il vous dit qu'il vous a assumé pendant 5 ans, alors que c'est quand même exactement l'inverse qui s'est produit. Et puis vous faites une autre découverte qui cette fois-ci va provoquer un tournant dans votre vie commune. Ben, j'apprends par des amis qu'il avait entamé une relation avec une autre femme. Depuis combien de temps? Depuis quelques mois. Donc là, vous décidez de le quitter, mais est-ce que vous n'avez pas peur de ne jamais revoir votre argent en décidant de le quitter? Alors,
On s'est séparés, on a eu un entretien ensemble, et il est passé donc à la maison. Et là, on a mis à plat tout ce qui restait encore comme facture à payer, etc. Et puis, il était tout à fait d'accord pour payer la moitié, en me disant, oui, bah, t'inquiète pas, je paierai la moitié de ça, etc. Et je me suis dit, tiens, il prend enfin ses responsabilités, et puis il trouve des arrangements, et donc il va me payer ce qu'il me doit. L'ayant sous la main, je lui ai fait faire une sorte de reconnaissance de dette, mais bon, qui n'est pas assez précise pour la justice pour être exploitée. Et il était convenu qu'on se revoie par la suite pour faire ça officiellement, reconnaissance de dette, etc. Mais suite à cet entretien, je ne l'ai plus jamais revu. Il a déménagé, changé de Vous avez numéro de essayé de le téléphone. recontacter et vous n'avez... Plus moyen. Ouais, comme par hasard. Tous les 6 mois, il changeait d'adresse. Si j'avais l'occasion de savoir où il était, 2-3 mois après, il était déjà ailleurs. Et donc, vous ressentez quoi à ce moment-là? Vous finissez vraiment par ouvrir les yeux sur ce qu'il était vraiment et vous vous dites quoi? Qu'est-ce que j'ai été bête? Bête de lui avoir fait autant confiance, de lui avoir donné tout mon amour. Parce que malgré les problèmes financiers qu'il y avait, j'espérais toujours que ça allait aller mieux. Et je voyais pas ce qui faisait de mal. Je me disais, il a pas de chance. Alors là, après votre séparation, vous avez quand même décidé de mener une petite enquête sur celui qui avait partagé votre vie. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'il m'a menti sur plein de choses. Sur son passé. Comment vous menez cette enquête? Vous allez voir qui d'ailleurs? J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée voir son ex-femme. C'est là qu'elle m'a révélé beaucoup de choses. Je suis allée voir... Donc c'est celle qui réclamait de l'argent au tout début de l'histoire? Voilà, et puis parce qu'elle lui réclamait de l'argent parce qu'il lui avait laissé pas mal de dettes aussi. Voilà. Et donc elle vous a dit quoi? Elle vous a dit ça qu'il est... Voilà, et il a procédé de la même manière avec elle qu'avec moi. Sur la façon de faire, de s'y prendre, de manipuler. Voilà, j'ai l'impression qu'elle me racontait ma vie. Parce que les histoires se ressemblaient, tout à fait. Et donc là, on tombe de l'échelle. Oui. J'ai eu l'impression de vivre avec un inconnu. Je lui ai tout donné. Et c'est ça qui fait le plus mal, c'est se donner autant pour une personne, puis on s'en rend compte au final que cette personne s'en est servie contre vous. Je pense qu'il a senti que j'étais très attachée à lui et que j'aurais tout fait pour lui. Et je pense qu'il s'en est servi. Effectivement, ce qui est très destructeur, c'est d'avoir affaire à ce genre de profil de pervers manipulateurs qui utilisent l'autre pour satisfaire leurs propres besoins. Et là, ils passent d'une relation à une autre, à peine votre relation finie. Et en fait, à quel moment ça s'est passé? C'est au moment où vous avez voulu, commencer à mettre les choses à plat. Donc à être dans une certaine réalité dans laquelle vous n'étiez pas jusqu'à présent. Et c'est à ce moment-là où, du coup, il s'éloigne parce qu'il voit que vous ne pouvez plus répondre à ses propres besoins. Donc il va chercher une autre victime. On va ouvrir la troisième partie, un amour qui coûte cher. On revient à vous, Geneviève. Geneviève, vous vous êtes fait piéger il y a 1 an par un homme, un magnifique brun, plus beau que Georges Clooney. Vous êtes fait piéger sur Internet. Est-ce que vous avez tiré un trait sur les rencontres par Internet? Non, parce que quand ça m'est arrivé, moi c'est pareil, quand il m'arrive un malheur, je rebondis. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui m'a contacté. Toujours par Internet? Oui. C'est-à-dire qu'après ce truc-là, c'était la première fois que vous alliez sur les sites de rencontres, vous vous êtes pas dit j'arrête Internet? Non, fallait tellement tourner la page. Oh là là, fallait que je rebondisse. Je voulais pas m'apitoyer sur mon sort. J'ai dit, Donc vous continuez à échanger sur Internet et vous rencontrez quelqu'un d'autre? Un franco-brésilien. Mais là, j'avais beaucoup de photos. Ça faisait pas photo de mannequin comme Peter. Bon, donc, un franco-brésilien qui habitait Monaco. Donc, c'était pratique, il parlait français. Et donc, à nouveau, c'est le coup de foudre. À nouveau, vous vous enflammez. Vous parlez au téléphone? Non. Toujours pas. Justement, il voulait pas donner son téléphone. Ça me... Bon. Il me dit qu'il était à la recherche de son père, qu'il avait abandonné quand il était petit, et qu'il venait d'apprendre que son père était en Afrique.
a un mauvais souvenir. Mais il me dit, bah oui, mais je suis... C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de rigoler quand même. Alors, il me dit, oui, mais je suis obligée de partir. Il prenait l'avion à Nice. Non, ne me dites pas qu'il vous a demandé des sous pour payer le billet. Non. Ah bon. Non. Il est parti en Afrique. Après, je reçois un texto. Il était arrivé en Afrique. Il venait de s'acheter un portable. Donc là, je pouvais le joindre au téléphone. Enfin, on pouvait se joindre au téléphone. Tout allait bien. Je me disais, c'est bien, il ne me demande pas d'argent. Celui-là... Bon, d'accord, il est en Afrique, mais enfin, il ne me demande pas d'argent. Et un jour, il me dit, oh, j'ai un souci. Et je dis, c'est quoi? Oh non, je ne vais pas te le dire, tu ne vas pas être contente. Est-ce que vous lui aviez raconté l'histoire précédente? Oui, je lui avais raconté l'histoire. Ah oui, c'est pour ça qu'il vous dit, tu vas pas être contente. Hein? Ben oui. Alors, mais je dis, si, dis-moi, je veux tout savoir. Alors, en même temps, je reçois un mail, pareil, enflammé. Oh ben, moi, par amour, qu'est-ce que je veux... Oh, j'ai honte. Oui, oui, il me dit, je comprends pas, ma carte, elle ne fonctionne pas dans ce pays. Il me faudrait ça 650 €. Combien? Oh, alors j'ai dit non. Je dis, tu me rappelles Peter, je laisse tomber, je ne veux pas t'envoyer d'argent. Il a insisté, mais non, je ne suis pas Peter. Je dis, écoute, si tu as besoin d'argent, tu vas voir Peter, il a mes sous. C'est une vraie force d'avoir à la fois cet humour et ce recul. Oui, ça permet justement de ne pas trop se laisser affecter par ce genre d'expérience parce que quand même, vous cherchez l'amour, c'est ça qui est important pour vous. Et je voulais préciser aussi qu'aujourd'hui, sur tous les sites de rencontres, il y a des personnes qui traquent ce genre d'escrocs, qui sont employés exprès pour ça. Donc il y a des hommes, vous en avez rencontré 2 malheureusement les 2 premières expériences. Mais le second, c'était un escroc aussi? Le second était... Ah bah oui. Bah oui. Ricardo, puisqu'il me demandait de Moi, je peux vous dire un truc, jamais je n'irai sur Internet, parce que moi, je me ferai arnaquer dès le premier coup, ça c'est sûr. Mais il y en a eu un troisième. Il y en a eu un troisième? Vous avez continué? Mais comme ça a avez commencé continué en septembre, je me suis arrêtée au 31 décembre. Non mais j'ai fini l'année en beauté. Non mais c'est-à-dire, vous en avez encore rencontré un? Après l'histoire de Ricardo, j'ai dit, il faut pas que j'en reste là. Alors cette fois-ci, moi j'étais motivée. Hein. Il était de quelle nationalité là? Alors lui, on a fait l'Irlande, l'Amérique du Sud. Il se disait notaire à Paris, mais il était d'origine hollandaise. Je voulais parler anglais chez moi. Et alors? Bon, après, vous avez dû être très pro pour repérer l'escroc tout de suite, non? Ça a dû aller plus vite. C'est-à-dire que je voulais son téléphone parce que je voulais l'entendre au téléphone puisqu'il était en France, qu'il était à Paris. Bon, il voulait jamais me donner son téléphone. Ah, donc là déjà, ça vous alerte. toujours sur la messagerie. Moi, j'avais envie d'entendre sa voix. Alors, j'ai tellement insisté qu'un soir, il me dit, promis, demain, je te donne les coordonnées. Et j'en ai jamais entendu parler. Il vous a demandé alors j'ai dit, maintenant Noël arrive, on se calme. Et puis j'ai arrêté d'aller sur Internet. Enfin, d'aller sur les sites de rencontres Internet. Je suis allée sur un site, non mais c'est bien, là, de rencontres amicales. Et alors? Dans sa ville. Et là, je me suis fait plein d'amis. Dans sa ville? Dans votre ville? Oui! Il y en a dans toutes les villes. Et l'amour dans tout ça? Mais l'amour, je l'attends toujours. Hein. Merci pour ce témoignage. J'imagine que si vous êtes là, c'est pour alerter celles qui nous regardent, celles ou ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous diriez, juste en un mot? Eh ben, sur Internet, de faire très très attention, de ne pas envoyer d'argent aux personnes qu'on ne connaît pas. Puis moi je pense qu'il faut rencontrer les gens qui sont dans sa région et, enfin, sur Internet, de contacter les gens qui sont dans sa région et de les rencontrer très vite. Très important de les voir. On sait tout de suite si ça... Voilà. Hein, Frédéric? On sait tout de suite à qui on a affaire. Si c'est un escroc, il va laisser tomber tout de suite. Ouais.
on le sait tout de suite. Enfin, parfois, même en les ayant rencontrés, on se fait avoir manifestement. C'est autre chose. Ouais. Vincent, alors vous, il y a 5 ans, votre femme vous a quitté du jour au lendemain, après vous avoir détourné aux alentours de 230 000 euros. De quoi vivez-vous désormais? Vous me dites avoir vécu l'enfer, avoir mené vos enquêtes, être allé de découverte en découverte. Alors, donc, une fois que j'ai pu découvrir certains méfaits et délits, j'ai déposé plainte. Et là, la liste est longue. Donc, vol. La liste est longue des motifs? Oui, tout à fait. Pour lesquels vous avez déposé tous plainte. prouvés, hein, tous prouvés. Donc pour vol, faux, usage de faux, usurpation d'identité, ouverture de compte bancaire en usurpant une énième fois mon identité, ouverture de dossier de financement, c'est-à-dire donc des crédits à la consommation, suivant les montants, le plus élevé est de 25 000 euros. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, à cause donc de ces usurpations d'identité, qui sont tous à mon nom, bien sûr, donc je suis fiché Banque de France et j'ai des saisies salaires. Donc je ne peux prétendre à faire aucun projet et je vis avec tout déduit 440 euros par mois, alors que mon salaire de base est de 5 000. Et vous, Cécilia, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Ma vie est difficile, j'ose le dire, même très difficile. Sur le plan affectif ou sur le plan financier? Les deux. Les deux. Mais c'est vrai que dans ces histoires, il y a vraiment besoin, avant d'envisager, vous le disiez, de refaire sa vie, c'est de se reconstruire. Oui. Et il y a une reconstruction psychique et une reconstruction matérielle. Il y a les deux. Oui. J'ai beaucoup d'amour à donner, moi également. Hein. Et vous, Angela, quelles séquelles gardez-vous de tout cela? Je suis doucement arrivée à sortir de ma dépression. Je vais mieux. C'est encore difficile pour moi de me rétablir totalement parce que vu qu'on a été liés, je reçois encore des lettres de société de recouvrement qui me demandent de payer ses impayés à lui. Donc il faut que je me batte pour me justifier. Mis à part ça, je suis actuellement avec quelqu'un, mais pour l'instant c'est chacun ses comptes. Je ne lui ai pas donné procuration sur mes livrets comme à Vous avez mon du mal à faire ex-conjoint. confiance à nouveau. Il a réussi quelque part à me donner confiance en lui, sinon je ne serais pas avec lui aujourd'hui, parce que bien sûr, recommencer une relation avec quelqu'un, c'est quelque chose de terrifiant, quoi. On a peur de se faire avoir de nouveau. Il a réussi à me donner confiance en lui sur certaines choses, mais pour l'instant, c'est chacun ses comptes. On paye les factures divisées par 2. Je veux dire, là-dessus, pour l'instant, j'ai besoin encore de ça pour me sentir rassurée. Je comprends. Et puis Frédéric, des conseils peut-être pour garder l'œil ouvert sans pour autant fermer son cœur à double tour? Il faut être conscient que dans la phase où on rencontre quelqu'un, il peut y avoir ce côté où on est aveuglé par l'amour. Il faut ne pas baisser sa vigilance. C'est difficile de le faire dans ce temps-là, mais vos exemples montrent que si on n'est pas vigilant, si on n'a pas le discernement, si on n'a pas les warnings qui s'allument à certains moments en disant « là, c'est pas normal qu'il me demande ça ». Et des demandes d'argent au début de la relation, des demandes d'argent répétées de plus importantes, ce n'est pas normal. Et ne pas pouvoir dire non dans une relation, ce n'est pas normal non plus. On a le droit de dire non. Et l'autre, si l'autre est sincère et honnête, il est capable d'entendre ça. S'il n'est pas capable d'entendre ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est suspect dans la relation. Merci à tous. La discussion se poursuit sur France2.fr et sur notre forum. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je monte